Bonsoir à tous. On va commencer notre séance. C'est pour moi en tout cas la première fois que je participe aux travaux du groupe qu'anime Michel Jouvet. J'ai suivi évidemment ces premiers travaux avec intérêt. J'ai souhaité vous rejoindre ce soir pour une séance qui va être consacrée à la question de la densification urbaine et qui promet d'être très intéressante. J'ai lu aussi déjà les contributions assez nombreuses qui arrivent sur cette question de l'aménagement du territoire de façon globale. Dans l'approche du groupe, vous avez souhaité regarder derrière la profusion des mots et des expressions qui nourrissent le discours des urbanistes. Toutes ces formules sont censées traduire des objectifs d'intérêt général, mais quelles sont les réalités vécues par les habitants? C'est ça qui nous intéresse, nous, particulièrement. Les attentes et les ressentis sont évidemment divers selon son âge, sa situation sociale, le type de quartier qu'on habite. Et puis, évidemment, surtout, chacun a toujours tendance à considérer que son avis ou son approche personnelle vaut pour tous, quoi. Dans la tradition du Conseil, nous avons le souci de dépasser justement les propos convenus et d'essayer d'identifier les tendances dans l'évolution des modes de vie et des comportements. Pour cela, il est nécessaire de nourrir la réflexion avec des apports extérieurs et l'agence d'urbanisme figure régulièrement au premier rang de nos sources. C'est la raison de la présence ce soir de Patrick Pailloux, directeur d'études à Laurent, qui est accompagné, mais j'ai pas... Maximin Dubois. Par Maximin Dubois, Maximilien Dubois, pardon, qui vont nous présenter les résultats d'une étude sur la perception de la densité urbaine par les habitants. C'est une étude qui date de 2014 et elle met en lumière un certain nombre d'éléments tout à fait intéressants. Je crois même savoir qu'elle intéresse déjà beaucoup les élus et qu'elle peut parfois surprendre. Donc on est curieux de découvrir ça. Ce soir, on est dans un mode classique de nos séances de travail avec une présentation générique dans un premier temps, puis ensuite un espace de questions-réponses. Il n'y aura pas d'atelier spécifique comme vous l'avez pratiqué lors des séances précédentes, mais nous avons 2 heures devant nous pour discuter, et puis ensuite une petite restauration est prévue vers 20h30. Voilà, c'est donc une séance intéressante dans le parcours du groupe. Je vais passer le micro à Michel qui va nous parler un petit peu de ce qui va se passer ensuite. Ensuite, et faire un peu le lien avec les travaux du groupe, mais très très rapidement, ne vous inquiétez pas. Donc ce groupe que nous avons intitulé « Dessiner le territoire » parce que nous avons voulu ne pas partir des procédures que sont le SCOT, le PLUM, le PADD, j'en passe, et quelques meilleurs. Ce groupe a quand même vocation pour donner un avis et au syndicat mixte métropolitain ou au pôle métropolitain maintenant sur l'élaboration du SCOT Nantes-Saint-Nazaire. Donc les travaux portent également là-dessus. On a déjà auditionné des responsables du pôle métropolitain, mais aussi à Nantes Métropole, puisque le conseil de développement, Philippe, est saisi en bonne et due forme à la demande de Nantes, de la métropole, pour donner un avis sur au moins la première étape du PLUM, qui est le PADD. Donc le groupe que nous avons constitué est un groupe qui réunit une quarantaine de personnes. Certains ne peuvent pas être là ce soir, mais le mois de juin n'est pas un mois très, très propice non plus à ces séances de travail. Une quarantaine de personnes. Merci à ceux qui sont là et qui sont assidus aux travaux du groupe. Les travaux du groupe, je le dis pour ceux qui participent ce soir à cette conférence, restent ouverts. On est par définition sur un groupe qui reste ouvert à tous ceux qui veulent apporter une contribution aux travaux du groupe, soit en participant à des réunions, soit en écrivant des avis, des contributions personnelles sur nos travaux. Nous avons déjà tenu plusieurs réunions. Une première réunion pour essayer de voir qu'est-ce qui faisait un peu consensus entre nous. Qu'est-ce que nous partagions en termes de regards partagés entre les membres du groupe? Qu'est-ce qui faisait faussement consensus? Parce que derrière les consensus, on se rend compte qu'il y a aussi des consensus qui en fait n'en sont pas derrière les grands principes. Qu'est-ce qui fait débat? Qu'est-ce qui fait conflit? Donc une première séance de travail intéressante. Une seconde séance de travail où on a essayé de... Allez,
d'être un peu impertinent, enfin, de dynamiter les éléments de langage, parce que les éléments de langage, ils manquent pas, mais qu'est-ce qu'il y a derrière les éléments de langage? Qu'est-ce qu'on met derrière les éléments de langage? La proximité, l'intensification, la densification, la ville pour tous, les emplois pour tous, etc., etc. Qu'est-ce qu'on met derrière, enfin nous, les citoyens, ou moins ceux qui participent à ce groupe, qu'est-ce qu'on met derrière les éléments de langage? Et on a pu se rendre compte que, en fait, derrière les éléments de langage, on pouvait mettre des choses extrêmement différentes et que si on voulait des débats un peu sérieux entre nous, il fallait sortir des éléments de langage pour voir quel contenu on mettait derrière et quelles questions cela nous posait. Pour cette raison-là, sur la question de la densification ou de l'intensification urbaine, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un besoin d'avoir un regard extérieur, un regard d'expert, un regard de compétence. C'est la raison d'être de la réunion de ce soir. Et puis, nous aurons d'autres réunions programmées en septembre et octobre, des travaux du groupe, sûrement autour des questions qui sont posées dans les politiques de la ville par le numérique qui traverse la vie quotidienne, mais qui traverse également les politiques publiques. Les questions du temps dans la ville et de la ville dans les temps, qui traversent aussi les politiques publiques, avec la désynchronisation des temps de la vie. Donc on voudrait travailler un petit peu ces questions-là qui ne sont pas énormément travaillées. Est-ce qu'on peut produire des choses un peu originales là-dessus? L'avenir le dira, mais enfin je vous invite à venir participer à ces travaux. On aura aussi une séance de travail sur les questions plus de gouvernance de nos territoires, qui ne font pas partie de l'enjeu du Plume, mais la métropole demain, est-ce que ça restera 24 communes? Est-ce qu'il y aura toujours 24 communes à l'intérieur de la métropole? Les rapports avec les autres territoires qui nous environnent, enfin, beaucoup de questions qui sont posées, pas pour aujourd'hui, mais pour le futur. Mais le futur, il se prépare aujourd'hui. Donc, il est urgent qu'un conseil de développement, dans une vision un peu anticipatrice, réfléchissent à ces questions et essayent de produire un peu de pensée commune sur ces questions-là, qui sont faites pour interpeller nos élus. Après, les élus s'en saisiront, ils y donneront suite ou pas suite. C'est à eux de voir la suite qui pourra être donnée. Enfin, les membres du groupe ont souhaité aller sur le terrain, voir dans une commune comment une commune se situait à l'intérieur de ce débat métropolitain. Et après contact pris avec la commune d'Orvault, monsieur le maire d'Orvault, Joseph Parpaillon, et sa première adjointe, nous accueillerons au mois de septembre, à une date qui n'est pas encore fixée, pour avoir un échange avec les membres du groupe et ceux qui voudront s'y joindre, pour avoir aussi cet éclairage de la perception d'élus de terrain sur ces questions-là. Voilà, pour faire un petit tour d'horizon sur nos travaux. Et puis je te repasse la parole, Philippe. Oui, je pense qu'il y aura aussi sans doute une deuxième rencontre avec Pascal Prat, qui est en charge de l'urbanisme au niveau de l'agglomération, mais tout ça n'est pas calé, on verra. Voilà, bon, on ne va pas parler plus longtemps, donc à vous, messieurs. Ouais. Bonsoir à tous, Patrick Payoux, directeur d'études à Laurent. On va vous présenter effectivement les résultats d'une enquête qu'on a fait auprès des habitants sur la densification. Et on est heureux que vous soyez un groupe de travail, parce que nous sommes en train de restituer cette enquête auprès des communes, auprès des instances de Nantes Métropole, pour essayer d'en comprendre le sens d'une enquête qui a été menée, je l'ai dit, enfin vous l'avez dit, en 2014, qui cherche à comprendre la perception et l'opinion des habitants sur la densification. Vous avez écrit dans votre séance du lundi 4 mai 2015, votre groupe de travail a écrit la perception de la densité est plus ou moins positive chez les habitants, ça c'est le moins qu'on puisse dire, qui associe le mot densité des effets parfois moins positifs que les urbanistes, qui eux après vont tomber dans l'intensité, etc., etc. Puis il y a ceux qu'on entend dans les réunions publiques, qui vous disent aussi des choses. Et là, on a voulu objectiver, si le mot est juste, recueillir à partir d'une enquête
l'opinion des habitants sur cette question-là auprès de 1700 habitants qui ont été enquêtés, ce qui est quand même un nombre important. Je vais rentrer après dans la technique pour que vous compreniez. Juste, toujours en termes d'introduction, vous dire que nous sommes dans un moment où Nantes Métropole, en près de 20 ans, a gagné 100 000 habitants supplémentaires. Hein, si on regarde en arrière, 100 000. Elle a une croissance de son parc de logements de près de 90 000 logements. Elle est dans un contexte, comme beaucoup de métropoles, avec une augmentation forte des personnes seules. Vous le voyez ici sur ce graphique. Ça veut dire un besoin en logement. Elle a des changements sociologiques à l'œuvre extrêmement puissants, avec notamment, vous le voyez à droite de ce graphique-là, les phénomènes notamment de vieillissement de population, qui veut dire des besoins en logement à nouveau. On est dans un moment où vous voyez de 2003 à 2013 comment ont évolué les naissances sur le territoire métropolitain. On est passé de 7000 à près de 7900. Et si on projette le nombre de naissances à venir sur le territoire métropolitain dans un scénario central, c'est même pas le scénario à 100 000 habitants. C'est un scénario qui est encore plus faible. Vous voyez ici clairement que le nombre de naissances projetées à l'horizon 2042 est en hausse. Donc on est dans un territoire où la construction de logements, en clair, ne peut pas s'arrêter. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et on est à un moment où, sur la densification, les débats se cristallisent, hein, avec des choses extrêmement fortes. Je vais vous présenter ici une question qui était posée dans l'enquête, hein, que je vais vous présenter. Citez-moi 2 adjectifs qui symbolisent pour vous le mieux la densité, le tissu urbain dense. Donc les 1700 personnes dont je vous parlais tout à l'heure étaient interrogées, et on les a classés, ces graphiques, ces adjectifs. Il y en a qui nous disent des choses extrêmement négatives: surpeuplement, étouffement, circulation, embouteillage, manque d'espace, verre, bruit, insécurité, c'est invivable. Ça, c'est une partie de la population qui nous dit ça. Et c'est celle qu'on entend souvent. Il y a une autre partie de la population qui nous a dit des choses plutôt neutres, alors qu'on fait des tentatives de définition. Alors nous, la densification, ça veut dire que c'est des villes peuplées. Il y en a d'autres qui nous ont donné des noms de villes. Et il y a d'autres habitants qui ont donné des qualificatifs positifs, qui ont dit diversité, mixité, vivant, mouvement, activité, emploi, dynamisme, lieu de rencontre, convivialité. Vous voyez que derrière cette notion-là, on a des représentations. Et voilà, alors je vous entends. Qui sont ceux qui sont plutôt dans le rouge, ou dans le bleu, ou dans le vert? C'est ça la question qui a été posée. Donc, l'idée a été de construire cette enquête qui travaille dans 6 grandes directions. Quel est le regard des habitants sur la densification de la métropole? C'est l'axe 1. Quel est l'impact de la densification sur le cadre de vie et les pratiques de la ville? On a regardé certains quartiers qui étaient montés en intensité, dirait un urbaniste, d'autres en logement, d'autres... et on a regardé comment ça modifiait ou pas les pratiques de la ville. Quels sont les impacts de la densification sur le lien social? 4. Face à la nécessité de construire, à quel argumentaire sont sensibles les habitants métropolitains? 5. Quel est le niveau d'implication des citoyens dans l'élaboration des projets d'urbanisme, sujet que vous abordez dans ce groupe de travail, sujet majeur. Et enfin, on a tenté de faire une typologie des 600 000 habitants de Nantes Métropole en travaillant sur qui sont les réfractaires, qui sont les indifférents, et enfin, qui sont les enthousiastes. C'est une enquête, pour la rendre la plus objective possible,
on a travaillé en enquêtant un échantillon représentatif de l'ensemble de la métropole, des 24 communes. Et on a opposé deux zones, les habitants des zones blanches et des zones oranges. Les zones oranges sont les quartiers de la métropole qui ont connu la plus forte croissance du nombre de logements. Ce ne sont pas les quartiers les plus denses de la métropole. Hein. Ça, on a interrogé ces habitants-là qui vivaient dans ces quartiers-là pour savoir quel était leur regard sur la densification au regard de ceux qui vivaient dans les zones blanches. Et vous verrez, lors de leur restitution, on a opposé leurs résultats. Enquête qui a été faite par téléphone durant l'été 2014, sur un nombre de ménages, je l'ai dit, 1757 personnes, le tout redressé selon le poids démographique de chaque zone, notamment. Avec Gabriel Vitré, quand on a préparé cette intervention, tu m'as posé une question, tu m'as dit, mais oui, mais est-ce que on n'a pas un regard sur la densification en fonction du lieu où on a vécu? Et je t'ai dit, dans l'enquête, on a une notion là-dessus qui dit, il y avait une question, où avez-vous grandi dans une grande ville, dans une banlieue d'une grande agglomération, dans une ville moyenne, dans une petite commune à la campagne ou en pleine campagne? Ça, c'est la répartition des résultats. Et au cours de notre discussion, on se disait, est-ce que c'est pas une variable aussi explicative? C'est-à-dire, en clair, plus j'ai vécu à la campagne, moins je serais favorable à la densification ou inversement. Alors, on a croisé avec Maximilien, on n'obtient pas de résultats significatifs. On n'a pas de différence forte. Si vous avez été élevé dans des endroits très denses ou dans des zones plus vertes sur ce regard de la densification. Ce n'est pas une variable explicative. Alors, premier axe, quel est le regard des habitants sur la densification de la métropole? L'agglomération n'est pas particulièrement perçue comme trop dense par les habitants, c'est l'un des premiers constats de cette enquête. Moins de la moitié des habitants trouvent que son quartier est plus peuplé qu'il y a 10 ans. Vous voyez sur ce graphique, avez-vous le sentiment qu'il y a davantage d'habitants dans votre quartier qu'il y a 10 ans? Donc les gens sont au téléphone, 1700 personnes. 43% vous disent que oui, 29% non, et 28% n'en ont pas d'idée. Ils ne savent pas s'il y a davantage d'habitants. Soit parce qu'ils n'habitaient pas là quelques années auparavant, soit ce n'est pas leur sujet. Vous voyez? Et les résultats de l'enquête, beaucoup de gens nous ont répondu « je ne sais pas ». Je ne sais pas répondre à certaines questions. Et on pense que tout le monde a les yeux rivés sur la densification comme une question importante aujourd'hui de nos politiques. Certes, c'en est une, mais peut-être pas de la même manière pour tous les habitants. Vous voyez que oui, il y a davantage d'habitants dans mon quartier qu'il y a 10 ans. On a entre les zones oranges et les zones à faible densification quasiment le même niveau. Que ça soit dans les zones où il y a eu une croissance forte du logement ou dans les zones où il y a eu une zone plus faible, on a quasiment le même taux. Seul un habitant sur 10 juge que les habitations de son quartier sont trop hautes. Il y avait une question. Concernant la hauteur des immeubles ou des maisons dans votre quartier, diriez-vous que c'est trop haut? Sauf 9% des habitants nous ont répondu que oui. Vous voyez sur ce graphique, on a des résultats par secteur de Nantes Métropole, et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui dans les communes de Nantes Métropole. On était l'autre jour avec les maires du Sud-Ouest à rendre, et on leur a donné leurs résultats et ils nous donnent leur interprétation de ce qu'ils comprennent. Vous voyez ici, par exemple, c'est trop haut, c'est essentiellement le Nord-Ouest qui clignote sur cette question-là, c'est Saint-Herblain. Voilà, on est là dans quelque chose assez net. Même si les habitants ne perçoivent pas l'agglomération comme trop dense, 2/3 des résidents ont vu leur quartier évoluer au cours des dernières années.
3 habitants sur 5 ont remarqué des immeubles ou des maisons récentes au sein de son quartier. Et il y avait une question qui disait, concernant la construction récente d'immeubles ou de maisons dans votre quartier, les avez-vous accueillis plutôt favorablement? Étiez-vous plutôt indifférents? Étiez-vous plutôt opposés ou vous n'étiez pas encore dans le quartier? Regardez les scores. 18% d'opposés. Hein? Seulement 18% de gens qui étaient opposés. 46% des gens étaient indifférents à cette construction de logements sur le territoire et dans leur quartier. Et 25% les ont accueillis plutôt favorablement. Alors, c'est pas parce qu'on a ce type de répartition que les indifférents d'hier ne deviendront pas les opposés de demain. Hein, c'est là toute l'astuce. Hein, ils n'ont pas forcément à devenir favorables, mais hein, doivent-ils... voilà. Donc c'est quand même le premier résultat, c'est cette indifférence à la construction de logements. Ça vous donne mal à la tête, non? Ah, vous dites, hein. Ouais, ça c'est pour changer un peu des PowerPoint, c'est les prédits, et ça permet à tout moment, si vous le souhaitez, on peut revenir sur une image. Imaginons que vous vouliez revoir ça, on peut y revenir. C'est-à-dire que ça va nous permettre de discuter tout à l'heure quand je vais revenir, parce que le but du jeu c'est qu'on discute, de revenir. On peut zoomer à tout moment où vous le souhaitez dans ce qu'on a dit. Seuls 3% des habitants perçoivent une croissance de l'emploi au sein de son quartier. Nantes Métropole est la 3e agglo de France en termes de création d'emplois. Vous connaissez les statistiques là-dessus. Et on a voulu savoir, sur cette perception économique, comment les habitants la percevaient. Y a-t-il davantage d'emplois dans mon quartier qu'il y a 10 ans? Seulement 3% des gens nous disent que oui. 59% des gens nous répondent que non. Et à nouveau, 38% des gens ne savent pas. Vous abordez la mixité des fonctions dans vos travaux. Et la mixité des fonctions, c'est certes comment on vit les uns avec les autres, mais c'est comment on mélange habitat et emploi, et comment on fait percevoir aussi cette croissance de l'emploi. Axe 2. Quels sont les impacts de la densification sur le cadre de vie et les pratiques de la ville? 76% des habitants souhaitent rester dans le quartier où ils habitent. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous le voyez ici sur ce graphique. Et les maires du Sud-Ouest, où on était l'autre jour, étaient contents parce que c'était dans leur secteur où la proportion était la plus importante. Ce qu'il faut retenir sur ce graphique, c'est qu'on a un excellent taux, quel que soit le territoire, de volonté de rester vivre dans son quartier. Globalement, les habitants ont une opinion positive sur leur quartier. Vous le voyez sur ce graphique. 84% des gens le trouvent agréable, 70% calme, 60% propre. C'était des questions fermées. Les interviewés devaient répondre oui, non ou ne sait pas. Et on a là des excellents taux, à nouveau. Et ce qui est intéressant, c'est quand on compare les zones oranges qu'on a vues tout à l'heure, celles qui sont montées en densification, celles qui ont connu les plus fortes constructions, comparées à l'ensemble des résultats. Et là, vous voyez que sur le côté agréable, calme, propre, vert, sûr et animé, les résultats sont un peu meilleurs que les zones à faible densification, ceux qui ont le moins construit. Ça nous a surpris. On faisait l'hypothèse que dans les zones oranges, les résultats étaient moins bons, vu qu'on entend que la densification n'est pas... Donc, attention, il faut regarder ça, c'est une brique sur le débat, mais c'est quand même étonnant d'avoir ce type de résultats, avec des habitants qui habitent ces zones les plus denses et qui sont là à nous dire c'est un peu plus agréable, plus calme, plus propre, même plus sûr. Le sûr, qui est le sujet, qui est l'un des sujets aujourd'hui.
Et regardez comment on se sent, par exemple, plus sûr dans les zones qui sont montées en intensité, à celles qui ont un peu moins bougé. Hein, on a là aussi un résultat aussi surprenant. Hein, voilà, donc une très grande majorité des habitants trouvent la vue depuis son logement agréable et ne se sent pas gênés par le vis-à-vis. L'un des critères qu'on entend souvent, c'est vous allez construire des logements dans mon quartier, je vais être gêné, mon logement va être gêné par la vue, etc. On a donc posé la question, comment qualifiez-vous la vue depuis votre logement sur l'extérieur? Vous voyez ici, très agréable et plutôt agréable, ça représente presque 85%. Un peu moins fort dans les zones à forte densification, mais quand même sur un bon niveau. Plus de 8 sur 10 disent que la vie est plutôt... la vue, excusez-moi, est plutôt agréable. On a réinterrogé les habitants sur pourquoi vous choisissez votre logement, pourquoi vous l'avez choisi, etc. Revient à nouveau le transport en commun, comme l'un des critères déterminants après le prix, en un, c'est le prix, sur la notion de critères de choix de son logement. Bon, ça c'est des choses positives. Cependant, on a quelques points d'alerte à soulever. Certaines catégories de population sont plus critiques sur ce qui s'est passé, on va y venir tout à l'heure. Un quart des habitants se sent gênés par le bruit extérieur de son logement. Les habitants avaient cette question, êtes-vous gêné par le bruit extérieur de votre logement? Vous voyez ici, 27% des gens nous répondent que oui, 73% non. C'est un peu plus fort dans les zones à forte densification. Et ceux qui nous répondaient oui, ils avaient une question ouverte, quelles sont les sources de cette ambiance bruyante? 57% des gens nous ont dit que c'est la circulation automobile qui fait débat. La densification, c'est aussi des nuisances sonores, et parmi celles-ci, c'est la nuisance ou les nuisances de la circulation automobile. Vous voyez par exemple que les avions arrivent à 10%. Par contre, dans le pôle sud-ouest où on était tout à l'heure, Bougnay, etc., là on est à plus de 57% de gens qui nous disent c'est les avions qui me gênent. Alors ça nous a montré que c'était pas trop faux, que l'enquête n'était pas trop fausse, mais effectivement, oui, voilà, c'était rassurant. Alors, je vous dis pas que si on avait découvert que c'était pas là, on l'aurait peut-être pas dit ce soir, mais comme c'était là, voilà, on a été, voilà, c'était, mais la première cause, c'est quand même la circulation automobile. Et autre sujet de discussion, c'est le stationnement. C'est ça, quand on parle de densification, qui pose problème. Vous voyez ici, plus globalement, dans votre quartier, diriez-vous que les conditions de stationnement sont très faciles, assez difficiles ou très difficiles? Vous avez ici les résultats. Les résultats. Et vous voyez que dans les zones à forte densification, 43% des gens nous disent que oui, c'est un problème, alors que dans les zones blanches, on a un taux un peu moins fort. Et dans les ZAC, regardez dans les ZAC, ce taux, c'est dans ces nouveaux quartiers que nous sommes en train de créer. Alors, ce taux est identique à celui des habitants de l'intérieur des boulevards nantais. En clair, comme dans ces ZAC, on est en train de refaire de la ville à l'image du centre, on obtient les mêmes problématiques de stationnement. Mais c'est l'un des sujets majeurs et importants sur les phénomènes de densification, le bruit, les conditions de stationnement. Autre question qui était abordée, c'est densification et lien social. En clair, plus on monte en intensité, est-ce que les relations sociales sont moins bonnes ou meilleures que dans les autres quartiers? Une très large majorité des habitants nous ont déclaré avoir des relations avec leurs voisins qui étaient plutôt bonnes. Vous le voyez sur ce graphique, très bonnes, assez bonnes. Ça ne veut pas dire qu'ils en ont. Ça ne veut pas dire qu'ils aient des liens. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Je déclare que j'ai plutôt
des bonnes, voire très bonnes relations avec mes voisins. Et vous voyez que sur cette question-là, dans les zones à forte densification, les zones oranges, on a 10 points de moins que dans les autres zones. C'est aussi le fait qu'on a des nouveaux arrivés, qui fait que le temps d'intégration va être plus long. La densification, c'est comment je vis aussi avec les autres et comment je vais m'intégrer à ce nouveau quartier et comment les autres vont m'intégrer aussi. C'est ça la question qui est posée. Plus de 3 habitants sur 4 déclarent pouvoir compter sur au moins un habitant de leur quartier. Plus de la moitié des habitants ont déclaré avoir rendu un service à un habitant de leur quartier au cours du dernier mois. Ils avaient cette question qui était... ah oui, sur la solidarité, excusez-moi. 2 tiers des mes habitants interrogés considèrent qu'il existe une certaine solidarité dans son quartier. Vous voyez, oui. Et à nouveau, des petits résultats différents suivant les territoires. C'est ça aussi qu'on regarde. Le nord-est, premier adjoint est là, donc le nord-est sur cette question est l'un des territoires métropolitains où on a le plus fort taux. Et effectivement, avez-vous rendu service à... Vous voulez qu'on revienne? N'hésitez pas à m'arrêter si je vais trop vite. Non, ça va. N'hésitez pas. Plus de la moitié des habitants ont déclaré avoir rendu service à un habitant de leur quartier au cours des derniers mois. Vous voyez, oui, au dernier mois, j'ai rendu service. Mais vous voyez qu'on rend service, plus on gagne un niveau de revenu élevé. On a croisé cette information-là. Et plus on est avec des familles avec enfants, plus on va rendre service. Après, c'est une autre chose qui les couples ou les personnes seules ont à des taux inférieurs à cette question-là. Plus de 3 habitants sur 5 disent qu'il y a une certaine mixité sociale au sein de mon quartier, et on a aussi un très bon taux sur le respect mutuel des habitants dans son quartier, qui est quand même une dimension importante. Néanmoins, quelques questionnements sont soulevés. Les jeunes déclarent avoir moins de liens sociaux avec les autres habitants de leur quartier. Les jeunes, c'est les moins de 30 ans. Alors, en cause, c'est notamment l'ordinateur et les liens sociaux et l'ancienneté dans le quartier. Concernant les espaces partagés, vous savez, chez les urbanistes, c'est quand on construit de la ville, oui, il faut faire des espaces de rencontre. Et effectivement, c'est important. Les habitants avaient cette question. Souhaiteriez-vous que l'on développe dans votre quartier davantage d'espaces partagés avec vos voisins? C'est plutôt non, même si on a quand même oui un oui de l'ordre de 35%, quand même un taux, on va dire, important. Mais c'est plutôt non. Et quand on dit oui, c'est plutôt quand on a des enfants. C'est une problématique familiale de lien immédiat entre mon logement, le lieu où les enfants vont courir, etc., où on a besoin de ces espaces de rencontre. Mais c'est là aussi pour la garde d'enfants, pour organiser. Ça, c'est aussi important. Quatrième axe. On a interrogé les habitants face à la nécessité de construire, à quel argumentaire sont sensibles les habitants de la métropole. Avant, ils avaient une question sur « Pensez-vous que votre quartier puisse encore accueillir à l'avenir de nouveaux logements ?» Vous voyez que là, c'est franchement un grand non. Là, c'est clair, c'est non. Mon quartier ne peut pas accueillir de nouveaux logements. Voilà, et là on est dans la contradiction. On est dans la contradiction. On est dans la contradiction. Non. Mais après, si on fait un parallèle, moi c'est un que j'ai fait l'autre jour et je me disais, tout le monde est d'accord pour ne plus polluer en voiture, pour se déplacer. Mais ceci dit, tout le monde l'utilise parce que
Résultat qui nous a surpris, c'est les 18-30 ans. 72% des 18-30 ans nous ont dit non, mon quartier ne peut plus accueillir à l'avenir de nouveaux logements. Alors ça, étonnant. Pourquoi les jeunes? Alors, parce qu'ils vivent déjà dans les zones déjà très denses. Et eux, ils sont très connectés avec ça plutôt que les espaces partagés extérieurs. Et vous voyez que le non, hein, plus on avance en âge, plus cette proportion augmente. Chez les familles, 30-50 ans, on a des taux un peu plus faibles. Nantes est la plus dense. En termes d'habitants, oui. Nord-est, sud-est, sud-ouest et nord-ouest ont des densités moyennes semblables? Non. Elles sont différentes, mais de Nantes, vous voulez dire? Oui, elles sont plus faibles, oui, bien plus faibles. Et pourtant, les Nantais... On dit les densités plus faibles, estime, j'ai bien lu, non, on ne peut pas densifier. Voilà, les densités les plus faibles sont celles qui vont dire, effectivement, c'est plutôt non. Mais après, c'est intéressant de voir qui, à l'intérieur, quels sont les habitants qui disent non. Hein, c'est ça, après, qu'on va regarder. Mais vous voyez que Nantes, effectivement, vous avez raison de le soulever. Nantes, qui est déjà dense, 63% des Nantais nous disent que non. C'est un des plus faibles taux. Ça veut dire que 35-36% des gens sont plutôt oui. Mais ils ont quand même une proportion identique à la moyenne métropolitaine sur cette volonté de continuer à construire. Une fois que les interviewés au téléphone nous avaient répondu ça, dites-nous pour quelles raisons l'agglomération doit continuer à construire. Quelles sont les raisons? Eh bien, la première raison, et ça nous a surpris, les habitants vous disent, c'est pour proposer des logements accessibles en termes de prix. Ils ont bien compris que si la machine s'arrêtait, ça entraînerait automatiquement une hausse de l'offre des prix des logements. Hein, ils sont là on est là dans quelque chose un calcul presque financier. Deuxième argument, c'est l'environnemental, hein, pour proposer des logements de meilleure qualité sur le plan environnemental, pour préserver des espaces naturels. Et après, ils vous disent même pour créer des emplois. Ils ont bien compris que ça. C'est pas les politiques, c'est pas les techniciens qui disent ça, c'est les habitants, hein, qui disent c'est pour créer des emplois. En toute fin, hein, vous le voyez ici, hein. Si on était élu et si on devait aller dire oui, on va construire des logements, c'est pour porter l'agglomération à une dimension internationale, je pense que là, c'est pas le genre de propos, hein, qui puissent peut-être séduire. Enfin, bon, après, mais c'est quand même le premier argument, c'est le coût du logement. Et ça, on a été étonnés. Où faut-il construire ces nouveaux logements? Le premier lieu où nous disent où il faut construire, c'est en reconvertissant les zones en des friches abandonnées. 69% des habitants nous ont dit que c'était le territoire. Vous voyez que l'idée de surélever ou étendre des maisons ou immeubles existants n'est redite que par 10% des habitants. Chose étonnante, ok, vous ne voulez pas construire, mais où faut-il plutôt construire des logements? Ils vont plutôt vous dire dans le secteur dans lequel ils habitent. Pas dans leur quartier, mais plutôt dans leur secteur géographique. Hein, s'ils habitent le sud-ouest, ils vont dire plutôt le sud-ouest. Après, on leur a demandé quel type d'habitation faut-il construire. Et là, on a un résultat assez sans appel. On retrouve la maison de ville ou la maison individuelle. Vous voyez, hein, c'est net, presque 80%. Hein, c'est très net. On peut faire des appartements, hein, 39%, mais ils ne doivent pas dépasser 5 étages. Hein, là, c'est le...
C'est le petit collectif, c'est ce que nous disent les habitants. Alors, ça, il faut le tempérer suivant les territoires où vous êtes. Quand vous êtes dans l'hypercentre de Nantes, hein, voilà, il faut croiser. Mais c'est quand même Et une fois qu'ils nous ont dit ça, on leur a dit, pouvez-vous nous dire quelle est la ville idéale dans laquelle vous souhaiteriez vivre? La ville idéale. Et là, un nouveau résultat, et là, ça met encore la contradiction de je ne veux pas construire, je ne veux plus que mon quartier, etc. Mais dans quelle ville du monde? Alors, c'est Nantes qui arrive en premier, hein, 22%, vous le voyez ici. Puis après, c'est New York, Londres, Paris, Montréal, Sydney. Et vous le savez bien, c'est des villes qui sont peu denses. Hein. Elles sont pas du tout intenses. Hein. Voilà, alors Bordeaux, on surveille, hein, vous savez. Comme tout le monde nous dit que quand même ils ont le TGV bientôt. Voilà, donc là, on est rassurés. Ils sont en train de perdre de la vitesse par rapport à les résultats de 2011. Ça, c'était une enquête qu'on avait fait lors de Ma ville demain. Hein, dans quelle ville du monde souhaiteriez-vous vivre? Puis dans les autres, je crois qu'il y a différentes catégories. Je crois que l'île déserte, c'est très faible. Oui, au soleil, île déserte, à la campagne, on est à 1%. Donc c'est très faible. C'est très faible. Oui, c'est une personne. Toutes les autres, les 42%, c'est d'autres grandes agglos, métropoles européennes ou internationales, hein, ou françaises, hein, mais qui ne dépassent pas 1% des réponses. Ça ne dépasse pas 1%. Hein, je ne sais pas, enfin vas-y, parce qu'on a Oui, donc on a donc par exemple, on a fait un regroupement selon la taille de la ville. Donc par exemple, il y en a 19% qui voudraient habiter dans leur même ville. Donc voilà, on pose la question. Il y en a 16% qui aimeraient habiter dans une autre ville de France, 12% dans une grande métropole européenne, 14% dans une grande métropole hors Europe ou aux États-Unis, et 7% dans une grande métropole américaine. Donc voilà, on a aussi des chiffres rigolos. Il y en a que donc 1% qui veulent aller dans une ville au soleil, sur une île déserte ou à la campagne, ou 2% sur une île étrangère. Donc voilà, on a quand même une part assez importante qui va aller dans une grande métropole internationale. Donc ça veut dire que 72% ne veulent pas quitter leur quartier. voilà, 76%. 22% qui veulent vivre à Nantes. Qui rêvent. Oui, alors là-dedans, il y a beaucoup de Nantais. Hein, et la question était envoyée à... On venait vous projeter, vous deviez plutôt rêver. Hein. C'est dans quelle ville du monde rêveriez-vous d'habiter? C'est plutôt une bonne nouvelle pour Nantes. Hein, elle arrive en tête. Hein, c'est ça. C'est pas... c'est pas... Je veux pas... Voilà. Les élus en demandent pas autant. Tokyo, tout ça, et s'ils ne sont pas allés, ça devient facile de dire on va dans les villes. Il ne faut pas laisser l'espoir à beaucoup de... Oui. Mais elle est quand même intéressante. C'est-à-dire que là, on va pas vous citer Vannes ou des petites villes ou La Roche-sur-Yon. Quand vous dites Nantes, c'est les 24 communes? Ben non, c'est Nantes. Non, c'est Nantes, pardon. Alors, 22% de 1700. Ça fait combien ça? Allez. Oui. Mais non, je pense que non, c'est Nantes au sens large. Et on a vu dans d'autres études de Laurent qu'il y avait une réelle propension d'habitants des 24 communes à aller dans les rues urbaines un peu plus loin pour des aspirations à la maison individuelle, parce que le prix du foncier... Est-ce que ça, vous avez questionné les gens sur ce point-là? Est-ce que vous souhaitez rester dans l'agglomération, ou est-ce que vous souhaitez migrer dans les rues urbaines, la première, la deuxième ou la troisième couronne? Non.
Oui, on n'était pas dans cette, on n'était pas dans leur trajectoire résidentielle. On était en train de leur dire, ok, vous ne voulez plus construire, 66% on l'a vu, et pourtant il faut continuer à construire. Et oui, vous nous donnez les arguments. Et dans quelle ville on essayait de mettre en lumière la contradiction. Si on part de l'ère urbaine, personne nous a dit le Loup-Robotro, où ça venait, ou dans Surat, peut-être que ça a été dit, mais Dans les communes proches, pas trop. Alors de mémoire, il y a eu Pornic et je crois le Croisic qui ont été cités, mais trop peu pour que ce soit. C'est les villes côtières, hein, c'est la côte. Les 13%, aucune, c'est quoi? C'est ceux qui veulent aller en urbain? Je vais faire l'instituteur, mais on essaie de garder une trace en enregistrant. Si vous parlez, je sais que c'est pas très pratique, mais prenez le micro parce que sinon on ne garde aucune trace si vous parlez en dehors du micro. Et ça évite que tout le monde parle en même temps. Il faut l'allumer le micro. Et puis vous êtes fiché. Oui, ma question c'était sur les 13%, aucune. C'était des personnes qui souhaitaient plutôt aller en rue urbain ou hors des villes. Ils n'ont pas répondu à la question. Ils ne savent pas. Alors, ils ne savent pas, je sais pas. Ils ne répondent pas. C'est-à-dire qu'ils vous disent non-réponse. Oui, Ah, ils disent aucune, même tout simplement, et voilà, ils répondent pas de ville, j'ai pas de ville au laquelle je rêverais d'habiter. Voilà. Ça n'entraîne pas, pas du rêve. Mais en tout cas, c'est surprenant d'avoir cette opposition, hein, cette contradiction. Et là, il n'y a pas de trafic de chiffres. Hein. On compte le nombre de fois où Nantes arrive, où New York arrive. Voilà. Ma question, c'est de savoir si dans la liste, vous avez Copenhague ou Hambourg, puisqu'elles ont été les villes précédentes sur les villes les plus vertes avant Nantes. Et est-ce qu'il y a une ville plutôt, je sais pas, Amsterdam, Copenhague ou... Il y a eu Copenhague. Il y a eu Copenhague. Elle a été citée, alors, pas par beaucoup de personnes, peut-être 5 ou 6, il faudrait regarder exactement sur la base, mais il y a eu Copenhague. Hambourg, je ne crois pas. Et je crois qu'Amsterdam était cité aussi. Mais en petit nombre. C'est les villes qu'on voit dans les films et dans les émissions télé. Voilà. Question. Est-ce que le fait que les habitants qui ont répondu qui étaient plus favorables à la densification étaient ceux qui habitaient déjà dans des zones denses, est-ce que ce n'est pas le fait que, par exemple, quand on densifie à Nantes, on va refaire de la densification dans un quartier complet qui va être requalifié, reconstruit, alors que bon, le quartier ancien, lui, il n'est pas touché, il reste à sa hauteur. On ne voit pas de surdensification de ces parties-là, par opposition à celle des communes, dans lesquelles maintenant les immeubles remplacent les maisons, et là, il y a une forte résistance, quoi. Oui, effectivement, il y a effectivement une différence entre la perception de la densité, si on est déjà dans quelque chose de très très dense, etc. Là, et je le rappelle, vous l'avez dit aussi ici, on n'est pas dans les quartiers les plus denses, on est dans ceux qui ont connu la plus forte densification. Hein. Je vous invite à re-regarder, alors c'est là où je teste mon machin, pour si ça marche sans vous donner mal au cœur. Toute la difficulté. Eh ben si. Tac. Voilà. Tac. Je vais juste revenir sur la carte, parce que la question que vous posez, elle est assez fondamentale. Tac. Voilà. Hop. Ça marche. On n'a pas interrogé les zones les plus denses de la métropole. Vous voyez, on a des quartiers, des taches oranges dans chacune des communes. C'est-à-dire, c'est les communes les endroits où il y a eu une très forte construction de logements. Hein. On n'a pas interrogé les habitants de Trentemoux comparé à... Vous voyez mais effectivement, quand on vit déjà dans du très dense, c'est ce que vous dites un peu. Hein, ça encourage une certaine densification, c'est ça ?
Oui, quand on habite dans une zone très dense, déjà on a une certaine habitude de la densité, mais en même temps, la densité va se produire plutôt peut-être dans un quartier un petit peu plus loin, dans lequel on est moins impliqué. Mais dans une commune, la densification, elle se fait sentir d'une manière vraiment très importante parce que là, on va remplacer, alors déjà, il y a le visuel, mais en même temps, il y a vraiment un changement de vie considérable, enfin, appartenant à la deuxième couronne extra-périph'. Là, je peux vous dire que je rejoins, enfin, les chiffres que vous avez donnés au début sont très difficiles à digérer pour les habitants de ma petite commune, parce que le ressenti est vraiment très, très délicat vis-à-vis de la densification. Et là, on voit vraiment des champignons, quoi, par rapport à des espaces complets qui étaient des maisons avec du verre. Là, il y a un vrai rejet quand même. Hein. Bon, et pour autant, il faut bien y arriver, mais oui, alors, oui, non, tout à fait. Il y a un... Alors, j'avais pas très bien compris votre question. Maintenant, je la comprends mieux. Effectivement, quand dans les communes que vous citez, il y a tout d'un coup des immeubles qui sortent ou des zones très denses, effectivement, c'est plus sensible à l'œil, c'est plus... Mais ça ne veut pas dire que l'ensemble des habitants y sont opposés. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a sûrement une partie importante de la population, et on va y venir, qui est opposée à ce type de construction. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que ce n'est pas ce qu'on entend dans les réunions publiques, etc. Ce n'est pas la majorité des habitants. Dans la petite commune, alors je ne sais pas d'où vous êtes. Voilà. Ah si, ils font partie du... Mets pas ta main sur l'antenne. C'est mieux. Oui, ils font partie de l'échantillon. Hein. Effectivement, c'est plus dur dans ces zones-là, mais c'est pas plus dur pour l'ensemble des habitants. Et si on prend le cas des écoles sautronaises, par exemple, cette densification, cette croissance du parc de logements a permis aussi une reprise des effectifs scolaires qui étaient en chute libre. Je le sais, je travaille avec Mme Gesson là-dessus. On essaye de voir en fonction du nombre de logements l'impact sur les effectifs scolaires, écoles maternelles et primaires. Dans ces communes-là, ce qui est sensible, certes l'œil, comme vous dites, et l'incidence directe sur les équipements. Écoles, notamment. Et c'est ça, parking, stationnement, etc. Et c'est ça qu'il faut arriver à bien calibrer, bien mixer. Voilà, mais je suis d'accord avec vous, effectivement, c'est plus voyant dans ces territoires-là, mais ceux qu'on entend peut-être les plus râler ne représentent peut-être pas l'ensemble de la population sautronnaise. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Est-ce que vous pourriez revenir un moment sur la liste des villes? Vous voyez New York, Rio, etc. Oui. Alors, ce que je remarque, moi, c'est... D'abord, il y a du domaine de l'image ou du rêve, comme New York, Barcelone, etc. Mais il y a 43% de gens qui désignent des villes, apparemment des villes ou des régions, je ne sais pas, on leur demande des villes. C'est des villes. Hein? Est-ce qu'on peut les réunir dans un territoire? Est-ce qu'on pourrait dire c'est l'Ouest, la Bretagne ou quelque chose comme ça? Et puis la troisième chose, c'est je vois que Montpellier, Nice et Bordeaux, qui sont les seules villes françaises citées, en dehors de Nantes, je crois, et Paris. Bien sûr. Mais Paris, c'est pas fou. Et tout ça, ça ne va pas chercher 5%, c'est-à-dire qu'on ne veut pas tellement rester en France, finalement. Sauf peut-être dans sa région pour 43%, j'en sais rien. Je vous propose de ne pas commencer le débat maintenant, d'aller jusqu'au bout de l'exposé, et puis de reprendre l'ensemble des questions, parce que c'est important. C'est peut-être pas l'essentiel des enquêtes que vous avez réalisées. Donc allons jusqu'au bout de l'exposé, on reprendra, on a le temps, on reprendra les questions après. C'est un point technique de l'enquête. Ils ont répondu à la question. Quelle ville du monde? Donc forcément, c'est pas Saint-Luc ni etc. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Allons jusqu'au bout de l'exposé, vous voulez bien? Alors, ça...
En tout cas, ça me donne envie de faire quelque chose. Alors, je vais regarder Maximilien, si c'est possible. Si on cartographiait l'ensemble des villes qui ont été citées, ça pourrait être rigolo, voir si on retrouve l'effet ouest dont vous parlez. Parce que, effectivement, vous avez peut-être raison, on a peut-être un effet ouest qui... Mais ça pourrait être rigolo de toutes les mettre sur des points, même Rome, Tokyo. Il y aurait beaucoup de petits points en France parce qu'il y a quand même, donc si on additionne le nombre de villes qui ont été citées en France, on a 19% en même ville dans le métropole, donc voilà, plus 7% d'une autre ville dans le métropole qui a été citée, plus 16% d'une autre ville en France. Donc on est quand même à 40%. Alors bien sûr, il y a eu plusieurs propositions de villes qui pouvaient être faites, donc on est au total au-dessus de 100%, mais voilà, quand même 40% qui ont répondu une ville de France. Après, il y a des villes de l'ouest de la France, il y a des villes d'un peu partout, mais là, on a montré que les villes, je le rappelle ce qu'a dit Patrick, les villes qui ont récolté plus de 1%. Voilà. Ouais. Mais on pourrait cartographier l'ensemble des villes. Pour, les 1700 points, les positionner et voir ce qu'on obtient. Alors, 5e et avant-dernier axe. Quel est le niveau d'implication des citoyens dans l'élaboration des projets d'urbanisme? Parmi les habitants qui déclarent avoir remarqué récemment... Parmi les habitants qui déclarent avoir remarqué récemment des constructions de logements dans leur quartier, seulement un habitant sur 3 avait été informé au préalable. Ça, c'est une information déjà. Et à l'avenir... Souhaiteriez-vous être informé des projets de construction de logements dans votre quartier? Seulement la moitié des gens nous répondent que oui. Voilà, ça c'est aussi de l'info. Cette concertation, elle est importante et nécessaire, mais et primordiale. 52% des gens nous disent que oui et 47% des gens nous disent que non. Et quand on leur dit qui doit faire cette concertation, et qui doit informer, c'est la municipalité. C'est l'une de ses fonctions de dire, voilà, dans ce quartier-là, il va y avoir construction de logements. Vous voyez qu'ici que le promoteur n'arrive qu'à 28% derrière. C'est vraiment une responsabilité communale que nous donnent les habitants. Alors, après, on leur a demandé, souhaiteriez-vous vous impliquer dans les futurs projets d'urbanisme? Alors vous voyez, à l'avenir, souhaiteriez-vous être impliqué en amont des projets de construction de logements dans votre quartier? Et vous voyez que seulement un quart des gens nous répondent que oui, 72% nous répondent que non. Et on a plutôt envie de s'impliquer quand on est dans des catégories socio-professionnelles plutôt plus, et quand on a plutôt un fort revenu. L'implication dans les projets de construction est plutôt forte quand CSP+ est revenu plus. Vous avez croisé avec le schéma d'auparavant, parce que là, ce que vous montrez, c'est vous avez pris que les gens qui ont répondu oui, vous avez pris la totalité. Alors, après, la première question, c'était celle que je viens de vous montrer. C'était, souhaiteriez-vous être informé? C'est l'information. La première, c'était, je vous ai montré, c'est l'information. 52% nous disent que oui. La deuxième, c'était l'implication. Est-ce que vous voulez participer à des... Voilà. Oui, mais dans votre deuxième question, est-ce que vous avez pris la totalité de ça ou vous auriez pu prendre que les oui pour voir? Parce qu'effectivement, ceux qui ont répondu non... Ah oui, c'est vrai, on aurait pu faire ce tri-là. Oui. En tout cas, si on se base à tout ce qu'on a vu tout à l'heure, la moitié des gens veulent être informés, et donc ça serait la moitié de ceux qui veulent être informés, si on extrapole, mais il faudrait calculer, le calculer, qui souhaitent être impliqués dans les projets de construction. Et enfin, pour terminer, on a croisé l'ensemble des questions et on a regardé à certaines questions contre la densification, quel type de population étaient les plus réfractaires. Et on obtient ce résultat, environ 8% de la population de la métropole serait réfractaire à la construction de logements,
ils ont plutôt plus de 50 ans, ils habitent plutôt depuis plus de 10 ans dans leur quartier et ils sont majoritairement propriétaires de leur maison, plutôt individuelle. Hein, c'est ceux à qui auraient répondu le plus, mon quartier ne peut pas accueillir, j'ai été opposé, etc. C'est ce type de population et c'est celle qu'on entend souvent dans les réunions publiques. Après, il y a une frange de la population qui est plutôt indifférente, 61,2% de la population. Ils sont plutôt nouvellement arrivés, ils habitent en majorité un appartement, ils sont plutôt souvent locataires privés, mais à l'intérieur, il y a plein de propriétaires. Hein. Ça veut pas dire, l'indifférence ne veut pas dire qu'on ne bascule pas dans le côté réfractaire à un moment ou à un autre. Hein, mais c'est des gens qui, sur ces questions-là, sont plutôt « je ne sais pas », aide-moi, je n'ai pas d'opinion sur la question. Oui, disons qu'ils ne sont pas tranchés. Ils ne vont pas dire oui, je ne veux pas qu'on construise de nouveaux logements à l'avenir ou je suis très content qu'on ait construit des logements dans mon quartier. C'est plutôt, voilà, ils ne se prononcent pas trop. Ils sont assez indécis. Et on retrouve les jeunes. Et enfin, on a plutôt des gens qui sont enthousiastes. Ça représenterait 31% de la population. Ils ont plutôt entre 30 et 40 ans. Ils habitent plutôt Nantes et plutôt à l'intérieur des grands boulevards. Hein. Curieusement, dans les zones déjà les plus denses en théorie. Hein. Et là, on retrouve personnes seules, actifs et familles monoparentales. Hein. Voilà. Donc, actuellement, on est en train de, et j'en finirai là, hein, de recueillir dans les pôles de la métropole, vous voyez, le sud-ouest où on était l'autre jour, il y a 5% de la population qui est, selon cette enquête, réfractaire. Et on essaie de comprendre ces résultats et de trouver aussi peut-être des leviers d'action pour accompagner cette montée de la métropole et de la croissance du parc de logements. Et je pense qu'on aura des résultats de l'ensemble de ces zones-là, parce que même les élus ont des positions très tranchées sur le sujet. Et c'est intéressant de recueillir pourquoi, qu'est-ce qu'ils comprennent de ces résultats, parce que là, on les livre très à plat, hein, les résultats. On ne cherche pas des maires. Alors là, on était dans le sud-ouest, nous disait, par exemple, la concertation, il ne faut pas la faire à n'importe quel moment. En clair, il ne faut pas mettre trop en amont l'habitant. Si vous le mettez trop en amont, à lui dire, dites-nous comment on doit dessiner l'immeuble, etc., ça peut, et ça a tendance à réveiller des réfractaires, des choses. Il faut arriver avec un projet relativement, pas ficelé, c'est pas le mot, mais relativement construit. Hein, voilà. Que suivant les territoires où on est, c'est pas le même type d'argumentaire ou le même type de concertation. Voilà. Hein, et puis, vous avez une synthèse, je vous l'épargne, hein, parce que maintenant, place aux questions. Oui, mais je pense qu'ils ont déjà commencé, donc merci déjà beaucoup. On peut les applaudir, oui, tout à fait. Alors, je constate que dans la salle, on a plutôt le profil réfractaire, mais je sais pas si vous avez été enquêtés les uns ou les autres. Bon, en tout cas, allez-y pour les questions. Je crois qu'il y en avait un certain nombre qui... Manuel avait levé la main, je crois. Oui, bonsoir. Vous avez parlé de densification, surtout, mais pas de densité. Je trouve qu'il manque des chiffres de référence. Quand on fait une densification de... Prenez le micro à fil. Quand on fait une densification de 10 vers 40 habitants kilomètre carré, c'est pas du tout la même chose que quand on fait une densification de 200 vers 800 habitants kilomètre carré. Et pourtant, dans les deux cas, on a une densification d'un facteur 4. Alors, est-ce que vous auriez un document qui indique les densités sur les 24 communes de l'agglomération nantaise et quelques densités références, par exemple, à Paris, Londres, New York, Tokyo, pour qu'on voie, qu'on fasse la différence entre dense et densification? Alors, la densification, c'est le mouvement. Hein, c'est j'augmente mon nombre de logements. Je peux avoir un quartier très résidentiel, avec des maisons individuelles. J'en construis 10 autres. C'est un mouvement de densification.
Sur les références de densité, donc l'agence d'urbanisme, il travaille depuis longtemps. Hein. On a notamment sorti, je ne sais pas si Jean-Pascal vous a présenté tout ça, Habitat et formes urbaines. Hein. Vous avez sur notre site internet des exemples de densification sur le territoire métropolitain. Voilà, hein, où là on voit des quartiers fort différents avec le même niveau de densification et de densité, pardon. Hein, et la densité n'est pas vécue de la même manière. Si vous voyez par exemple Trente-Mous, hein, qui a une densité extrêmement forte, et Malakoff, où il y a aussi une densité forte, mais moindre que, comparable à celle de Trente-Mous. Tout ça est une question de forme d'habitat, de lien, de type de population qui habite. Hein. Donc l'enquête, alors vous avez des choses comme ça sur le site internet de Laurent, et l'enquête ne cherchait pas à ça. Hein, elle ne cherchait pas à dire ceux qui vivent dans les zones les plus denses, voilà ce qu'ils pensent. Nous, ce qui nous intéressait, c'est celles qui sont en mouvement. Et après, alors sur les autres grandes agglos européennes, non. Si, on peut trouver des éléments. Là, ce qu'on peut dire sur ce tableau là, ou ce graphique qui fait débat, c'est essentiellement des villes très peuplées. Hein, extrêmement peuplées. C'est ça que nous disent les habitants. Le rêve, c'est des zones très peuplées. J'ai été surpris, peut-être d'autres aussi, du jugement si positif sur la densification, un peu inattendu en début de votre exposé. Puis je me suis souvenu que le PLU de Nantes avait fait l'objet de 0 contestation, ce qui est assez rare dans les grandes villes, alors qu'il affirmait très clairement densification, notamment le long des grands axes. D'où ma question qui porte sur le nord-ouest et Saint-Herblain. Dans le tableau que vous avez montré, à un moment donné, Saint-Herblain est la ville la plus tensive sur la question les pour et les contre. C'est là où les indifférents sont les moins nombreux. Or, je crois me souvenir que l'année dernière, il y a eu toute une histoire à Saint-Herblain, tout un quartier en ébullition, sur un problème de densification. Est-ce qu'il se pourrait que la représentation de Saint-Herblain reflète simplement cet incident partagé par la ville? Alors, j'ai parlé de Saint-Herblain tout à l'heure. C'est d'abord le nord-ouest, c'est Saint-Herblain, Couëron, Sautron. Voilà, hein, c'est pas que Saint-Herblain. Mais effectivement, c'est là où on voit le plus... Oui. Voilà, d'opposés, hein, de moins d'indifférents. Effectivement, il peut y avoir eu ces formes urbaines qui ont le plus cristallisé les débats, et quand on interroge les gens, effectivement, ils vous disent en plus forte proportion, j'y suis opposé. On a hâte d'aller au nord-ouest. Hein. C'est la semaine prochaine, on va rencontrer les maires, hein, pour qu'ils nous aident à comprendre ces résultats. Mais effectivement, les fortes oppositions des derniers mois ont peut-être cristallisé une partie des débats, c'est ça que vous dites, et qui obtient ce type de résultat, effectivement. Mais au-delà du microcosme, enfin, je ne vais pas parler d'un microcosme herbinois, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui me trouble dans l'enquête sur les réfractaires, ceux qui sont indifférents et ceux qui sont pour? Tant que je ne suis pas confronté directement dans ma rue ou en face chez moi, après tout, je veux bien la densification, à côté que ça ne soit pas chez moi. Comment on peut mesurer, comment on peut mesurer ça? Parce que, après tout, si j'habite une commune, peu importe laquelle, oui, la densification, oui, mais ailleurs que dans ma rue ou que dans mon quartier. Comment ça peut se... Est-ce que vous avez des éléments là-dessus? Voilà. Ben c'est toute la contradiction. On est d'accord pour construire
des logements pas chers, etc., pour mes enfants, pour mes parents, ou pour moi-même quand je vais vieillir, etc., mais pas dans notre quartier. C'est justement la contradiction, ou du moins le sujet que l'agent, enfin le débat auquel Nantes Métropole doit donner une réponse, c'est-à-dire comment ce projet, cette obligation collective de construire pour nos propres enfants doivent être partagée par tous ceux, même quand on habite un quartier. Mais entièrement d'accord avec vous, on a une vision pas idyllique de la densification ici, mais quelque chose de moins noir, de moins sombre, de moins tranché que ce qu'on aurait pu imaginer. C'est ça qu'elle dit, cette enquête. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, les indifférents, là, ils peuvent basculer aussi quand les maisons... Henri ? Oui, un peu dans le prolongement de la question de Michel Jouvet. Moi, j'habite une commune du Nord-Ouest, Couëron, pour ne pas la citer, et on a trois espaces de densification. Et les réactions ne sont pas du tout les mêmes de la part de la population. Alors, je cite pour les gens, on a une grande ZAC qui s'appelle la Métairie, une ZAC qui est plutôt... limitrophe de quartiers bien déjà urbanisés, une zone qui s'appelle la ZAC Ouest, alors elle a un autre nom que je ne me souviens plus, qui est véritablement à la limite déjà urbanisée et qui s'en va vers le Marais. Et puis on a une troisième poche de densification qui est dans le bourg de Couëron, où on construit, bon an, mal an, 2-3 immeubles du type R+2. Et ce sont ces types, c'est dans le centre-bourg que l'on a le plus d'hostilité et de réactions négatives. Voilà, alors ça illustre que quand ça ne se passe pas trop sous sa fenêtre, on n'est pas les mêmes réactions. Mais cependant, on doit continuer à... Oui. Enfin, voilà. Le sujet... Finalement, c'est pas la densification, parce qu'elle doit s'opérer ne serait-ce que pour protéger les espaces naturels autour. On parle de Couëron, vous êtes complètement concerné. Mais le sujet, c'est d'éviter le basculement, d'éviter que les populations basculent dans cette opposition. Hein. C'est pas la densification, c'est d'éviter le basculement, je crois, le vrai sujet. André ? Oui, moi c'est Madame Georges aussi. Ça relève du détail, ce que je vais dire. C'est un détail qui m'a fait sourire, parce que c'est loin des grands problèmes de densification. J'ai vu dans la slide relative au bruit qu'il y avait 4% de gens qui se plaignaient du tram-train. Alors ça rejoint quand même un petit peu ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire les gens qui sont particulièrement visés par un problème, qui répondent au questionnaire et qui font forcer, je dirais, l'addition des gens qui sont dans cette catégorie-là. Parce que qu'est-ce qui peut se plaindre du tram-train dans l'agglomération nantaise ? Alors il y a certes des gens qui sont à l'extrémité, enfin, proximité sud du pont de la Jonelière, aussi bien d'ailleurs à l'ouest qu'à l'est de l'Erdre, qui sont dans un environnement naturel assez paradisiaque, mais qui ont un gros inconvénient, c'est qu'ils sont très proches du périphérique. Et que le périphérique leur crée une gêne continue, et je comprends leur mécontentement. Et ces gens-là, moi j'ai participé aux concertations relatives au tram-train, ils se plaignaient déjà du bruit du tram-train avant qu'il roule. Et après, il y a la ligne Nantes-Clisson. Alors, sur Nantes-Châteaubriand, il n'y a que des tram-trains, effectivement, qui roulent, mais à mon avis, il ne faut pas tellement de bruit. Et puis sur Nantes-Clisson, se plaindre du tram-train, pourquoi pas, mais il y a quand même des TGV, des trains de marchandises, des trains corail, qui font autant, sinon plus de bruit que les tram-trains. Donc, est-ce que la question était posée tram-train, ou est-ce que la question était posée circulation ferroviaire ? La restitution de la réponse n'est pas bonne. C'est surtout ça. C'était une question ouverte. Il devait nous dire ce qu'il voulait sur ce sujet-là. C'est... Excusez-moi, j'arrive pas à me mettre dessus. Tac. Voilà. Voilà. Alors là, on va avoir envie de vomir. Tac, 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 tac. Waouh! C'est que c'est pas le tram-train. C'est les trams, virgule, les trains. Voilà, c'est pas le sujet. Moi-même, quand tu as vu...
Quand tu as vu ça, j'ai dit, oh là, pourquoi le tram-train, merde. Il est rassuré, André, là. Bon, c'est bon. Mais ça veut aussi dire probablement qu'il y a 4% de la population qui habite à côté d'une voie de tram ou de train. Oui, encore que je reprends la parole pour dire que si on y mêle les trams, on a su aussi que beaucoup de gens se plaignaient du bruit du tram. En fait, c'était pas le bruit qu'ils avaient, c'était la visibilité par rapport à leur logement, ou alors, des gens qui étaient dans le tram. Moi, j'habite à côté du tram et j'entends pas. Juste une précision là, s'il vous plaît. Les enthousiastes, c'est la tranche 30-40 ans, sont des gens qui sont propriétaires ou locataires? Alors, les enthousiastes, ils sont plutôt entre 30 et 39 ans, c'est-à-dire que c'est plutôt des jeunes actifs, des ménages familiaux, plutôt nantais. Et ils se distinguent pas plus, là si on n'a pas mis le mot locataire ou propriétaire, que les autres. Ils sont pas plus locataires ou plus propriétaires que les autres. Il n'y a pas une surreprésentation des locataires ou des propriétaires. Hein, là, ils sont dans chacune des strates et pour beaucoup sont dans le logement social. Oui, mais je dis ça parce que c'est un âge où on se trouve un peu plus en capacité d'acheter un appartement, auquel cas, forcément, ils auront tendance à vouloir ou rester dans leur quartier ou autre, et du coup, ils seront d'accord pour qu'il y ait des constructions qui se fassent, hein, tout simplement. Voilà. Ils pensent à eux-mêmes et à leurs enfants. Hein, c'est ça, effectivement. Je voulais rejoindre juste mon ami tout à l'heure qui s'inquiétait. Les études de bruit. J'ai un souvenir, moi, fabuleux, quand on faisait des études d'impact pour installer des centrales, j'ai un grand souvenir centrale d'enrobage, avec des zones des bruits comme un maximum qu'on nous demandait. On n'a jamais pu les mesurer parce que la route qui était à côté faisait davantage de bruit que ce qu'on nous demandait pour la centrale, quoi. Donc, Bien, question suivante. Louis. Et il y a Madame Georges qui attend depuis un moment. Hein, D'accord. La question sur la construction, c'est un petit peu également aussi la question qui peut être posée sur les formes architecturales. Parce que, effectivement, est-ce qu'on se dessine une belle ville? Une ville dans laquelle on a du plaisir à vivre? Parce que, quelquefois, sur le quartier Île-de-Nantes notamment, pour y avoir travaillé, la critique régulière était de dire « qu'est-ce que c'est moche ?» Et en disant « on n'a pas envie d'être là ». Ah non, mais ça c'est une réaction régulière, ça. Alors là... Je l'ai entendu je ne sais combien de fois. Et donc, ça pose quand même la question de dire quel type de ville on veut dessiner. Quel espace on lui donne. Alors, c'est ça. Voilà un peu la question. Et là, ça, c'est et c'est l'un des enjeux du Plume. Hein. C'est justement quelle ville il souhaite dessiner. Hein, voilà. Sachant que, quand vous dites on entend des gens, on entend toujours ceux qui râlent. Mais il y en a des tas de gens qui sont passés dans ce quartier-là qui n'en ont... Enfin, qui n'en pensent soit rien ou soit qui sont plutôt favorables. Hein. Il faut faire attention dans les histoires d'urbanisme qu'on entend une partie de la population, mais pas toute. Hein. Mais je suis d'accord avec vous que la question c'est quelle ville on crée et quelle ville on est en train de construire et quel type de quartier. Hein. Et ça rejoint et c'est renvoyé au PLUM. Hein. D'ailleurs, cette étude s'inscrit dans le cadre du Plume. Hein. Ok. Oui, justement, je reviens sur ce que vous avez dit, parce que je suis tout à fait d'accord, sur le fait que finalement, les gens qui répondent oui, on veut bien de la densification, mais à condition que ça ne soit pas chez moi ou à côté de chez moi. Je crois que ça, on l'entend partout. Donc, moi, je mettrais un petit bémol au fait que les gens préfèrent que les villes soient densifiées. Parce que, moi, je sais que dans ma ville, j'ai beaucoup fait d'enquêtes à ce niveau-là, et que tout le monde, on est toujours d'accord, à condition qu'on ne soit pas touché. Hein. Là, c'est quand même une réalité qu'on peut trouver un peu partout. C'est une constante, oui. Ça. Oui. Alors, par contre, il y a aussi, vous avez parlé que les cadres sont plus, les cadres, les milieux intellectuels
sont beaucoup plus favorables à une étude, en quelque sorte, à se projeter dans l'avenir. Hein, c'est ça que vous avez voulu dire. Moi, c'est ça que j'ai compris maintenant. Je ne sais pas si j'ai bien compris. C'est sur le niveau d'implication, c'est-à-dire que les catégories plus, CSP+, voilà, souhaiteraient être un peu plus que les autres impliqués dans les projets de construction. Voilà. Ça ne veut pas dire que les autres n'en ont pas envie, c'est-à-dire que les autres, par exemple, ils ne se sentent pas assez de connaissances pour participer. Voilà, c'est ça. Et je crois que il faut faire attention à ce type de... Oui. Et je crois que c'est tout à fait normal parce que ce sont des gens qui ont l'habitude de réfléchir, de constituer un certain nombre de choses, donc qui sont beaucoup plus ancrés vers ce genre de réflexion. Tandis que moi je vois par exemple d'autres personnes qui vous diront écoutez, on attend que ça se passe, on veut pas. Ils sont plus occupés à la vie dans laquelle ils vivent plutôt qu'à la réflexion pour le futur. Ils sont beaucoup plus en train à ce genre de choses. Et donc c'est difficile et surtout, alors là je vais peut-être dire quelque chose qui va pas être très... quand l'information n'est pas bien faite. Hein, au niveau des municipalités. Quand l'information n'existe pas, ou alors que l'on fait, paraît-il, des réunions de concertation qui en réalité n'en sont pas. Hein, puisqu'on arrive déjà avec un plan tout fait et il faut répondre à des questions qui sont déjà préformées. Merci. Il y a... Oui, encore... Allez, vous faites assez court parce qu'il y a beaucoup d'interventions encore. Hein. Moi, pour participer, alors très court au débat, je pense que dans la construction de votre... D'abord, l'étude est très intéressante, donc tous mes propos sont quelle suite vous allez donner pour rentrer plus peut-être dans le détail. Sur le problème des propriétaires, moi je suis sur le même endroit en tant que locataire et propriétaire. Je crois que dans la fabrique de l'opinion sur un quartier, il y a un rôle important qui est souvent négligé, c'est le rôle des syndics. Simplement parce que les locataires ne sont pas invités aux réunions de syndic et que quand vous avez des immeubles importants, on vous dit si vous n'êtes pas content, vous partez. En revenant sur un peu ce qu'a dit madame, puisque moi j'habite alors sur la carte complètement blanche, je pense que l'histoire d'un quartier joue aussi sur la perception qu'on a du quartier. Alors là vous êtes concrètement, je suis sur Madeleine Champ de Mars, c'est en zone blanche. Il faut savoir que depuis que le Champ de Mars a été détruit, la coopérative agricole, le problème du square Elisa Mercœur, le problème du square du lait de mai, on a mené pas mal de batailles. On a peut-être une vue différente sur ce que devient un quartier, non pas sur la densification. Alors c'est là où mon propos, je voudrais un peu intervenir. Ce que je m'aperçois sur l'ouest de Nantes, comme sur mon quartier, il y a des densités de logements qui sont faites par augmentation de la hauteur. Vous voyez ce que je veux dire, des surajouts de bois, enfin, etc. Et je pense que c'est beaucoup mieux perçu parce que les gens qui font ça sont obligés de discuter avec leurs voisins. Donc je ne vais pas vous proposer une balade entre la rue de Crucy et puis la rue des Olivettes, mais c'est certain que ça joue. Et j'ai des amis qui habitent dans l'ouest de Nantes, pour pas nommer Chantenay ou Zola. Commencer en haut, Zola, c'est... enfin, on s'en fout, mais pas loin de la réserve d'eau, là. Vous savez, il y a eu pas mal de... Hein, voilà, la Contrie, si vous regardez, il y a des maisons qui augmentent en hauteur. Et quand je discute avec eux, il y a ce dialogue de fait. Donc concrètement, dans les suites à donner, ce serait quand même de trouver une formule de concertation, voire de participation, et demander si les gens sont au courant des méthodes de participation. Alors moi, j'ai un gros hobby, c'est le budget participatif. Parce que ça peut amener les problèmes après de l'occupation de l'espace public, etc. Qu'est-ce qu'on devient, comment on partage, voilà. C'est très court. Okay, merci pour le commentaire. Donc, on va passer la parole à Yves Robin. Alors, il y a Michel qui veut poser une question, mais on fait ça dans l'ordre. Oui. Hein. Alors, il y a beaucoup d'interrogations à avoir. Finalement, on se dit, encore une enquête de plus, finalement, ou pas?
Parce que bon, bah, au départ, enfin, de prime abord, ça paraissait très très intéressant. Et puis au fil des conversations, on arrive dans des particularités, on voit des divisions entre nous. Donc du coup, je me pose la question finalement, parce que quand on regarde un peu la ville d'en haut, hein, il suffit d'aller à la Tour Bretagne, et que maintenant avec des drones on peut observer la ville, là c'est presque plus intéressant que des enquêtes unitaire comme on le fait, parce que là on voit la forme d'une ville vue de dessus, et quelque part on voit là où il y a les fameuses dents creuses là. Donc je trouve que quelque part les enquêtes bon, parce que finalement on a affaire à nous on est des petits experts, vous êtes les grands experts peut-être. Si, parce que vous avez la connaissance, plus de connaissances que nous. Nous, en participant, on a une certaine connaissance, une certaine implication qui fait qu'on a peut-être un esprit déformé par rapport aux citoyens lambda. Parce que moi j'observe effectivement que Saint-Herblain, il y a une densification, il y a la zone Atlantis qui crée des tensions. Derrière le sillon de Bretagne, je pense que l'urbanisation intense qui est en train de se faire crée aussi des tensions. Donc c'est ça qui est en cause. Donc je ne sais pas si ça peut donner un plus dans ce PLU, quoi. Les 3 questions. Et peut-être sur le capital économique dont vous parlez, madame. Je crois aussi que ceux qui sont le plus enclins à vouloir participer, qui ont plutôt des ressources élevées, etc., c'est aussi beaucoup parce qu'ils ont un patrimoine à défendre. Ou à constituer, bien joué, effectivement. C'est pas que ça, mais c'est au-delà du... Je crois que c'est aussi important à avoir en tête que densification, c'est combien me coûte mon logement, combien vaut mon logement. Il y a une logique économique. C'est pas pour rien qu'en première réponse, les ménages nous ont dit c'est pour faire baisser les prix des logements. Moi, j'ai été étonné que ça arrive en premier lieu. Je pensais que c'était en premier lieu, ça aurait été le côté écologique, vert. Voilà, et c'est quand même économique. Je pense qu'il ne faut pas oublier ça. Sur la question du rôle des syndicats, pardon, je suis entièrement d'accord avec vous. Ouais, des syndicats. Entièrement d'accord avec vous. Effectivement, bien regarder l'histoire du quartier. Et effectivement, cette histoire de surélévation, est-ce que ça oblige à plus parler avec... on va reprendre ça comme une proposition qui nous est suggérée avec cette idée de participation, etc. Alors, dernière question sur les experts. Alors moi, je ne suis pas du tout un expert en densité. Non, vraiment pas. Je suis sociologue et je ne suis pas un expert. Moi, quand j'ai proposé cette enquête, il y a quelques mois, la métropole s'engageait dans un PLUM. On avait des expertises extrêmement précises sur le nombre d'hectares consommés par heure, par jour, dans tel ou tel secteur. On avait des réunions publiques extrêmement fournies, des gens qui se plaignaient mais je crois que sur la densification, il y a aussi des gens qu'on n'entend pas. Et le mérite de cette enquête-là, il me semble, c'est de faire parler une partie de la population qu'on n'entend pas. D'ailleurs, ça fait partie de vos réflexions. Vous l'avez dit. Alors, je ne sais plus où c'est sur cette question, de bien faire parler la perception des invisibles. Ils sont souvent oubliés de la ville, vous nous avez dit, précaires, chômeurs, malades, personnes isolées, sans papier. Alors ça, on caricature le trait, mais leur voix est souvent difficilement audible. Quelle place occupe-t-il dans les documents d'urbanisme? Et je crois que cette enquête-là, vu qu'elle est
représentative en termes d'âge, de sexe, de statut d'occupation du logement. Elle est un regard et elle est une brique de plus. C'est qu'une brique, hein, elle n'a pas vocation à... Elle ne dicte pas une règle. Hein, elle dit, voilà, je fais parler 1700 habitants, et nous, à Laurent, Maximilien et moi, on est juste là pour traduire ce que les gens disent. Hein, et c'est avec vous qu'on essaye de comprendre les... Sur les 1700, combien ont été exploités? Je pose des questions au micro. Sur les 1700 personnes interrogées, combien de vous pouvez exploiter? Parce qu'il y a peut-être des personnes qui ont dit non tout de suite, il y a d'autres qui ont dit non en cours d'interrogation. Alors ça pose la question de la méthode. Comment se passe une enquête? Un institut de sondage a un objectif de X 1000 habitants à interviewer. Et que ça soit représentatif en termes d'âge, alors celle-ci c'était en termes d'âge, de sexe, de catégories socio-professionnelles et de statut d'occupation du logement. Les logements sociaux sur Nantes Métropole représentent 18 à 19% des résidences principales. Leur voix ici compte pour 19% dans les résultats que je vous ai donnés. Et donc quelqu'un qui répondait non, soit il répondait je ne sais pas aux questions, soit il disait je ne veux pas répondre au questionnaire. Et on en reprenait un autre. Un autre qui a le même profil, donc a priori, oui, voilà. Oui, voilà. Jacques. Oui, concernant les projets d'urbanisme, est-ce que vous avez cherché les raisons qui font que 47% des personnes ne souhaitent pas être informées, que 72% ne souhaitent pas s'impliquer? Est-ce qu'il y a des raisons précises, ou est-ce que c'est parce qu'ils s'en foutent carrément, ou est-ce que ça ne les concerne pas, ou est-ce que c'est comme ça, de toute façon, quoi que je fasse, il ne se passera rien de différent? Autre chose, est-ce que vous avez en annexe une cartographie des recours par rapport au permis de construire concernant le collectif vertical, pour se situer par rapport aux zones que vous avez décrites, ou pour se situer par rapport aux personnes qui ont été interviewées? Et la dernière chose qui serait plutôt un petit commentaire, quand vous parlez des enthousiastes qui se trouvent plutôt vers les grands boulevards, est-ce que c'est pas lié à la notion de prix de rachat des maisons sur les grands boulevards par les promoteurs lorsqu'ils ont un permis absolument qu'ils veulent réaliser? Ça peut jouer peut-être. Alors, tu réponds déjà, et puis ensuite on ramène le micro. Alors, dernière question dans le fond, parce qu'il y a plein de questions devant. Oui. Sur la première question que vous posez sur la concertation, j'ai presque envie de vous la renvoyer, cette question-là. Parce que c'est presque vous les experts sur cette notion-là. Pourquoi les gens, vous voyez ici sur ce graphique, nous répondent à 72% non. Voilà, quel est votre avis, vous, Conseil de développement, sur ce résultat-là, et pourquoi la moitié des gens ne veulent s'en foutent? Oui, c'est le mot que vous avez. Oui, mais nous-mêmes, on était étonnés de ce résultat-là. On faisait l'hypothèse que le taux aurait été de 75% de gens qui vous disaient oui, je veux être informé, etc. Là, j'ai presque envie de vous la retourner, cette question-là. Sur les recours, effectivement, je pense que les services de Nantes Métropole et des villes ont des cartographies sur les recours. Nous on n'a pas accès à ce type de zone. Et l'institut de sondage qui était envoyé tiré au sort des numéros de téléphone, et certains, ils sont tombés dans les lieux où il y avait des recours. Mais on ne voulait pas que cela vienne dominer les résultats, viennent influencer, ils comptent comme... Alors après, sur la logique économique des enthousiastes, oui, sûrement, il doit y en avoir qui font des calculs peut-être de ce type-là. Effectivement, il y a quand on voit par exemple ce graphique-là qui dit que plus le revenu augmente, et puis plus je suis dans une catégorie socio-professionnelle, plus j'ai envie de m'impliquer. Et il y a d'autres choses sur les revenus, quand vous croisez avec les revenus. Voilà, donc oui, peut-être. Justement, en fait, je voulais témoigner en tant que représentant des enthousiastes.
En fait, je pense qu'il y a, c'est pas forcément une question de propriété. Enfin, moi, je le vois pas dans ce sens-là. Je le vois plutôt dans le sens où on a peut-être depuis tout jeune en fait entendu parler de densification, d'éviter les étalements urbains, préserver le végétal et compagnie. Donc peut-être que c'est d'office déjà, on se dit densifier, oui, pourquoi pas. La question, moi, elle est plutôt comment et quelle tête ça a en fait, quelle densification. Parce que j'habite dans un quartier où je pourrais dire oui, non, pas devant chez moi. Par contre, si on me propose quelque chose du genre de 30 mous, ça me gênera pas. Enfin. Donc je pense que la question, elle est vraiment relative au comment et quel type de densification. Et comment on densifie le logement aussi et tous les services qui vont avec. C'est-à-dire que c'est pas juste remettre du logement, c'est aussi tous les commerces, les emplois, les activités qui y vont à côté. Et je voulais juste aussi pour les questions d'implication et de concertation, puisque aussi je suis dans la cible qui potentiellement dirait non à souhaitez-vous vous impliquer. Or je le fais autrement. Mais la raison principale, je pense que qui fait que beaucoup de gens de cette tranche d'âge-là le font pas, les horaires, concrètement, les réunions de concertation, beaucoup en journée, en semaine, je suis désolée, on peut pas, on n'a pas le temps, quoi. Enfin, on est au boulot, on est ailleurs, c'est compliqué, et je pense que c'est vraiment la principale raison. Après, on a envie de s'impliquer, mais on le fait aussi peut-être, moi je le vois tout autour de moi, sur les lieux de travail aussi, où il y a des espaces de travail pour des espaces partagés. Et je dirais la densification aussi, ça nous gêne encore moins dans l'idée d'avoir de plus en plus aussi d'espaces partagés à côté. Parce qu'on se dit, oui, on a un plus petit logement, par contre, on a la possibilité d'aller dehors, il y a des parcs à côté. Il y a, voilà, l'habitat, il se limite peut-être plus justement à uniquement nos 4 murs chez nous. Et peut-être des lieux d'échange et de partage à partager avec les autres. Merci pour ces commentaires. Je pense qu'il n'y avait pas de questions, c'est plutôt des... Oh là là, on va pas y arriver. Alors faites très très court s'il vous plaît. Hein. Juste une remarque. Il me semble que cette enquête, elle est un peu abstraite, c'est-à-dire que, comme le disait M. Jouvet, tant qu'on n'est pas confronté à la réalité, on peut avoir plein d'idées sur le sujet, et il faudrait peut-être pas en tirer des enseignements qui dépasserait le cadre de l'enquête. Je veux simplement voir les motifs pour lesquels les gens sont favorables à la densification. Ce sont des arguments, la haute qualité environnementale, des logements pas chers, etc. Et les 3 dernières raisons qui figuraient dans les priorités des sondés, ce sont les raisons mises en avant par la métropole et les politiques pour densifier, c'est-à-dire non à l'étalement urbain, etc. Donc les gens, en fait, dans l'absolu et dans l'idéal, et un peu comme où voulez-vous habiter, ils ont rêvé, ils vous disent des choses jusqu'au moment où la réalité les rattrape devant chez eux. Et une remarque particulière sur, vous avez parlé de la ZAC de la Mineille, voilà un espace d'aménagement public sur une grande ZAC, où les habitants qui sont aujourd'hui les premiers habitants de cette ZAC, qui représentera à terme peut-être quelque chose comme 1500 logements, il y en a 850 et ils vous disent qu'il faut arrêter de construire. Donc voilà des gens qui ont bénéficié de la densification, tant en tant que propriétaires que locataires, et qui vous disent bah non, finalement c'est pas bien la densification, arrêtez donc de construire. Donc ils deviennent après des acteurs qui ne veulent plus, bien qu'ils en aient bénéficié, que ça continue à se développer auprès de chez eux. Et sur cette remarque d'urbanisation et de forme d'urbanisation, je crois pouvoir émettre une critique en disant que les grands quartiers qu'on crée par les ZAC publics ne sont pas vraiment très bien gérés quand on parle stationnement, quand on parle commerce, lieu de vie, etc. Cet exemple de cette ZAC toujours, 450 logements privés, la première tranche de la ZAC, 400 logements locatifs groupés ensemble, la mixité sociale. Si globalement elle est respectée sur l'ensemble de l'opération, elle a créé 2 zones conflictuelles où tous les locataires sont concentrés côte à côte et où les immeubles privés ont été construits ensemble. Donc il y aurait sans doute beaucoup à faire sur le sujet, et réellement le point important, c'est n'en tirez pas des enseignements plus importants, parce que les gens, si vous voulez, que vous avez sondé, ils ont une tendance naturelle à défendre leur choix de venir habiter là où ils sont. Donc ils vont être plutôt favorables pour dire que ça va bien puisqu'ils ont choisi, autrement ils se déjugeraient de leur choix, et je ne suis pas sûr qu'il faille en tirer tous les enseignements. Saint-Herblain est significatif, c'est la première commune qui s'est élevée contre les règles du PLU 2007 qui densifiait dans le pavillonnaire, et puis la population de Saint-Herblain, elle a plutôt tendance à ralentir, voire diminuer. C'était une commune qui est la plus densifiée, qui a fait les efforts les plus importants. Aujourd'hui, elle semble en payer le prix. Donc
peut-être pas trop d'optimisme au regard de votre enquête. Allez, ensuite, oui. Non, ça va être rapide. C'était juste pour la densification. Donc, les gens qui se disent satisfaits dans la métropole parmi les 1700 que vous avez interviewés, c'était parmi ceux qui sont satisfaits et ceux qui ne sont pas satisfaits, c'était pour savoir quel type de densification ils trouvaient satisfaisante et au contraire, quel type de densification ils trouvaient insatisfaisante. Est-ce que vous avez des moyens de trouver ça ? Est-ce que c'est du vertical, par exemple, qui était apprécié? Est-ce que c'était des parcelles plus petites pour faire du logement individuel? Enfin, voilà, c'est le genre de questions pour essayer, justement, compte tenu après de la population qui va arriver sur Nantes dans les 10 à 15 ans, essayer de trouver quels seraient les modes de densification, les types de densification les plus appréciés. Il y a des réponses à cette question non? Non, on n'a pas sur quel type de densification il faudrait, etc. On a juste interrogé sur privilégiez-vous les maisons, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure, vous vous souvenez, hein. Mais tout ça est un problème de forme et quel type de... et comment on organise cette construction et ces nouveaux quartiers. C'est ce que disait la personne au fond. Effectivement, c'est comment on organise cette densification. Alors, sur ce que dit Jean-Michel, effectivement, il ne faut pas faire dire à cette enquête ce qu'elle ne dit pas. C'est qu'une brique dans le débat. C'est qu'un bout, voilà, et les motifs de construction qui reprennent ceux de la métropole, effectivement, on demandait aux habitants de la juger, c'est-à-dire oui, non. Est-ce que oui, c'est un bon argument ou non, c'en est pas un. C'est aussi ça qui était testé. Allez, on prend les questions à la suite les unes des autres pour faire une réponse globale. Oui, donc c'était pour votre sixième partie, juste la tranche d'âge 40-49. Est-ce qu'elle n'apparaît pas? Est-ce qu'il n'y avait pas d'éléments significatifs? Les réfractaires, oui, dans la partie réfractaire. Et la deuxième partie, si on peut revenir sur le plan, je crois que le quartier Madeleine-Champ-de-Mars, c'est logiquement dans une zone rouge. Je crois que la zone blanche doit correspondre au CHU. Voilà, effectivement, ils sont compris dedans. Marche plus ça. Henri, oui. Oui, le tissu urbain est bien sûr composé de logements, mais aussi de toute une série d'équipements, soit de services, soit de commerce, soit industriels. Et est-ce que il y a des enquêtes de fait sur l'acceptabilité d'un local, d'un site industriel ou d'un site de toute autre nature d'activité? Est-ce qu'on aurait les mêmes réponses d'acceptation par retassement de ces zones qui sont souvent faites à l'extérieur de l'agglomération et que si on les rapprochait dans le centre-ville ou proche des zones habitées? Alors, ensuite, très vite, Madame Georges, très court. Je voulais parler, on n'a pas parlé de territoire, puisque normalement c'est dessiné le territoire. Le territoire de la métropole est composé de 24 territoires, puisque chaque commune a son territoire particulier. Et la forme de la commune ne peut pas, je vois par exemple la Chapelle-sur-Erdre, a une forme très allongée, on ne peut pas densifier de la même façon qu'une autre commune. Et je crois qu'il faut quand même réfléchir à ça au départ, c'est qu'il y a des territoires très différents. Et même à l'intérieur d'une commune, il y a aussi des quartiers très différents où on ne peut pas densifier de la même façon. C'est simplement ce que je voulais dire. Jean-Pierre Payon.
Oui. Cours, Jean-Pierre. Hein. Court. Simplement dire que l'enquête est très intéressante. Il y a quand même plus de 1700 personnes enquêtées. Donc c'est quelque chose de lourd. C'est pas uniquement quelque chose de superficiel, mais évidemment, c'est pas une enquête sociologique avec questionnaire, etc., discussion et tout. Et donc par rapport à ça, moi je trouve qu'il y a beaucoup d'informations qui apparaissent. Évidemment, si on peut en tirer des conclusions qui feraient plaisir peut-être aux élus en disant continuons, densifions, etc. Mais je crois qu'il y a plein de choses que j'ai vues passer et il y a une relation entre justement l'enquête sociologique et le territoire. Et ça, c'est très bien. Moi, je suis géographe, alors forcément, ça m'a bien intéressé. Je crois qu'on peut tirer plein de choses. J'irai pas plus loin parce que vous avez dit beaucoup de choses, hein, mais effectivement, il faut approfondir et regarder ce qu'il y a dans votre enquête. Merci Jean-Pierre, c'est bien. Marc. Excusez-moi. Dans nos travaux précédents, nous avons parlé de la signification des mots. Tout à l'heure, dans vos propos, vous avez reprécisé les notions densité et densification. Quelle notion vous donnez aux mots intense et intensification ? Alors ensuite, il y a encore deux... Vous avez toujours une question Non, c'est bon Voilà. Alors, l'avant-dernière, après il y a Michel qui a... Moi, je voulais seulement revenir sur un de vos diagrammes, là, sur l'implication des habitants, si vous... Alors, oui, sur les populations concernées, je crois que je ne sais plus lequel c'est, parce que c'est trop petit pour moi, là, je ne vois rien. Oui, donc, de la même manière que vous avez fait pour le oui, une catégorisation suivant les revenus et suivant la nature sociologique, dans le non, c'est quoi ? D'une part, voilà. Et d'autre part, la deuxième question, c'est pour revenir sur les gens qui sont pour ou contre la densification, dans un autre diagramme. Ou qu'ils ont répondu qu'ils étaient pour. Là, il y avait les réfractaires, les enthousiastes et les indifférents. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Voilà, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça. Or, là-dedans, on constate, indifférent 61%. Le reste, 38%. Ceux-là, ils ont 18-29 ans. Donc là, la question c'est, trajectoire de vie, là-dessus, quelle serait leur réponse et où ils vont aller, dans quelle catégorie ils vont aller. Voilà. Comment peut-on le quantifier? Bon, alors il y a un paquet de questions, je sais pas. Alors, je vais essayer de répondre à quelques-unes. Je vais répondre à la dernière et en même temps à la première qui a été posée, parce que vous avez posé la même sur les 40-49 ans. Hein, pourquoi les 40-49 ans ne sont pas... Les 40-49 ans, ils n'apparaissent pas dans ce graphique-là parce qu'ils ne sont pas plus représentatifs dans chacune des trois catégories. Ils se répartissent partout. Effectivement, la jeunesse, sur ce niveau le côté indifférent, effectivement, c'est quelle trajectoire de vie, comment ils se projettent sur notre territoire. Oui, voilà, c'est eux qui ont... Et la personne du fond que je vais reciter, elle nous a dit, mais nous, on commence à être habitués à ce qu'il faut arrêter d'étaler la ville, on est en train de nous apprendre... au nom du développement durable, qu'il faut construire peut-être plus dense, etc. C'est aussi par l'éducation qu'on va arriver aussi sur cette question de la nécessité d'une certaine intensité, une certaine densification. On n'a pas travaillé sur les zones industrielles et leur acceptabilité dans les zones d'habitat. Ce qu'on a juste vu et ce que dit l'enquête, c'est seulement 3% des gens ont perçu la croissance de l'emploi. Ça nous a surpris. Madame, vous avez dit que les 24 territoires étaient différents et à l'intérieur de ces 24, il y a encore beaucoup de différences. Et j'espère que le PLUM réussira le pari de marier toutes ces différences et en même temps d'accompagner ce développement. Le problème, c'est qu'on est une agglo en croissance démographique.
dans une aire urbaine en croissance démographique, dans un département en croissance démographique. Alors qu'est-ce qu'on fait? On rejette tout le monde en dehors de la métropole. On est dans un territoire dynamique, on doit gérer ça, mais en tenant compte effectivement des particularités de chacun. Et enfin, sur intensité et densification, je pense que c'est vous qui avez répondu le mieux. Hein. Non, je ne retrouve pas la définition. Vous avez dit... tu me diras, Gabriel, si je me trompe, c'est un mot un peu à la mode quoi aujourd'hui. Hein. C'est pour éviter... Oui, voilà, on en trouvera, effectivement. C'est un nom un peu marketing, effectivement, pour parler de densité. Voilà. Merci. Bien, merci pour ces éléments de réponse et ces échanges. Bon, je crois qu'effectivement, comme ça a été dit, on ne va pas le répéter, c'est une enquête qui apporte quelques éclairages. Évidemment qu'il faut aller voir derrière sur un certain nombre des résultats de cette enquête, et je ne doute pas que vous allez continuer à analyser tout ça, notamment en allant sur les territoires, justement, échanger avec les élus.